Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler principalement de croissance de PIB, puisqu'on a eu l'information aujourd'hui du PIB de ce trimestre, du troisième trimestre pour les États-Unis. Et puis, on va bien entendu faire comme d'habitude une analyse assez poussée sur Bitcoin et Ethereum comme tous les jours. On est là sur le Bitcoin face au dollar. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on a eu effectivement cette cassure, ça on en parle depuis quelques jours. Latéralisation ici dans la zone des 20 600 globalement. Et puis dans la structure plus petite, on voit une continuation de flags, donc plutôt des figures de continuation. Comment on peut montrer ces flags? On en voit un ici, vous le voyez, avec ici la target qui devait se trouver à peu près par ici, qui pour le moment n'a pas été atteinte. Ici un deuxième flag, on reflag, on réatteint la target suivante. Et là on est en train de faire un flag un petit peu plus gros. Donc potentiellement, comment on pourrait calculer la target de celui-ci? Moi personnellement, j'aime bien être, assez pessimiste, voilà, sur les mâts, et donc du coup, je prendrais plutôt la longueur de ce mât-là. Donc on pourrait venir chercher ici une target pour être un petit peu plus précis, quelque part autour des... Donc voilà, bien prendre une structure après l'autre, hein, c'est ça que je vous explique, c'est ça vraiment l'idée. Donc comme on vient potentiellement... Enfin, on va regarder si on a vraiment cassé d'ailleurs celui-ci, 21 120. On va regarder si on a vraiment cassé celui-ci, parce que là je vends un peu la peau de l'ours avant l'avoir tué. Vous le voyez ici, on va vraiment bien ici se mettre... potentiellement, non, vous voyez en fait il n'a pas vraiment cassé, donc à la cassure on pourra reporter ce fameux mât au point de cassure, vous comprendrez, donc du coup mais pour l'instant on n'a pas de cassure réelle, autant pour moi. Donc du coup ensuite on va aller voir Ethereum. Ethereum, c'est un petit peu la même chose. Peut-être que lui, il est plus dans une cassure de son flag, potentiellement. Oui, lui, Ethereum vient de casser le sien, pour moi. Ouais. Donc, on pourrait ici venir chercher sur Ethereum une target de... Pour vous montrer du coup l'exemple de comment on calcule. On prend le mât et vous voyez que moi je prends, certains pourraient dire ah bah cette structure elle est plus grosse parce qu'elle est plus longue, etc. Donc on pourrait prendre soit ce mât là, soit celui-ci carrément. Personnellement, moi, je prends toujours tout ce qui est plus ou moins le plus pessimiste, en tout cas pour éventuellement, à minima, prendre mon TP le plus important. Donc ici, ça nous donnerait sur Ethereum une target de 1607. Ok, donc voilà, ça c'était pour le chartisme sur Bitcoin et Ethereum. On va désormais aller faire les news. Wall Street Journal, vous le voyez, l'économie américaine qui a... fait une croissance de 2,6% au dernier trimestre. Si jamais je vais voir sur Trading Economics, qui est un site où vous allez avoir des développements un peu plus importants sur ce type que Wall Street Journal, sur ce type de news, vous voyez que la médiane, le forecast, était à 2,4% d'augmentation, donc on a fait 0,2 de plus, donc ça c'est plutôt bon. Après un rebond depuis une contraction du début de l'année, du premier semestre, vous le voyez ici, on avait fait moins 1,6 et moins 0,6. Donc globalement les deux ensemble moins 2,2. On est désormais sur un niveau de croissance annuelle à peu près de 0,4. Et le forecast sur l'année globalement sera à 1,80. Donc ça veut dire qu'on s'attend à un quatrième trimestre qui nous donnera eh bien 1,4. C'est ça? Oui, c'est ça. Donc du coup voilà, qu'est-ce qui a le plus poussé, on va dire, et c'est là on va rentrer un petit peu dans le détail, qu'est-ce qui a le plus poussé cette croissance? Vous voyez que les importations ont diminué. Et que à l'inverse les exportations américaines ont augmenté 14,4 contre 13,8 et tout ça qui est plus ou moins poussé par les produits autour du pétrole et les services financiers. Donc globalement bien évidemment il s'agit des exportations en partie de gaz, etc., ce genre de choses, et globalement également théoriquement avoir un dollar fort aurait dû pénaliser l'économie américaine à ce stade, et en tout cas pénaliser leurs exportations. Vous comprenez que quand vous exportez en dollars et que le dollar est très cher, du coup vos exportations sont plus chères, donc théoriquement c'est censé pénaliser vos exportations. Mais là, ça n'a pas vraiment été le cas, vu le contexte pour le marché américain. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le marché ou pas? La réponse est plus ou moins oui, au sens où on
n'est pas ici dans l'idée d'une dépression majeure. Voilà, ça c'est la première chose. On ne va pas ici dans le contexte où on a 3 trimestres à la suite, etc. et vraiment une année voilà, qui est sous forme de dépression. Dans le contexte actuel de hausse des taux, c'est plutôt quelque chose qui, on va dire, est une narration qui est rassurante pour les marchés. Néanmoins, vous comprenez ici qu'une économie très forte va permettre aussi à la Fed de venir éventuellement avoir fomenter un impact plus important sur la demande, puisque, comme vous le voyez, la croissance pour le moment est en train de tenir, et ce, malgré des taux qui sont autour de 3,25%, si je ne me trompe pas, pour le moment. Donc, oui, 3,25. Donc, du coup, on va regarder un petit peu du côté de l'inflation maintenant. Vous le voyez ici, on a 91,2% du marché. Alors, je vais faire un refresh pour être sûr d'être bien, de pas vous raconter. Voilà, 90,8% du marché qui pense que Jérôme Powell, le 2 novembre, donc dans 5 jours, va augmenter les taux de 0,75 à nouveau. Et on a 9,2% du marché qui pense que Jérôme Powell va augmenter ses taux de 0,50, donc un pivot éventuel de la Fed. Pour moi, il y a vraiment des fortes possibilités qu'on fasse 0,50, mais néanmoins, voilà, vous comprenez que ces chiffres un petit peu autour de la croissance sont à la fois rassurants et pénalisants pour une plus importante correction. Enfin, la correction plus importante devient réellement possible pour le coup, puisqu'on n'a pas une économie qui s'effondre. Dans le même temps, on regarde un petit peu du côté de l'inflation, et moi j'aime bien regarder ce site qui s'appelle Trueflation, et qui en fait vous donne plus ou moins, c'est un agrégateur de prix en ligne, c'est-à-dire il prend tous les prix de, je sais pas, Amazon, toutes ces choses-là et tout ça, et il calcule globalement quelle est leur augmentation sur l'année, et vous le voyez ici que on est toujours sur une phase de diminution de l'inflation, donc il est vraiment possible que l'inflation ait trouvé son pic ici autour du 15 mars, et autour des 12%, et on a depuis, sur cet agrégateur en ligne-là, pas mal de signes que l'inflation est à la descente. On va continuer ici sur les news. Sur Coindesk, le Bitcoin qui reste plat, enfin steady, qui reste stable après la publication donc du PIB. Ici on a une interview sur quelqu'un par rapport à la santé mentale vis-à-vis du métaverse. Ici Solana qui perd la confiance d'experts Web3 et FinTech à propos de son instabilité du réseau. TikTok qui devient la plus grosse application sociale avec 2,5 millions en revenus daily. D'ailleurs, on a eu les earnings de Facebook qui sont vraiment pas terribles. Du coup, l'action a tanké, je crois, de plus de 20%. Et pourquoi ça ? Eh bien parce que tout simplement les earnings n'ont vraiment pas été atteints. J'en profite pour rebondir sur TikTok pour vous dire que j'ai ouvert un TikTok il y a ça 3-4 jours, donc n'hésitez pas à venir regarder ça. Le ticker c'est Crypto Signal FR, comme sur tous les réseaux sociaux, donc je permets de rebondir sur cette news pour vous donner cette information. Donc voilà, ici pas grand chose finalement sur Finbold, pas grand chose non plus sur The Block, si ce n'est que le BUSD, le Binance USD, est en train de prendre des parts de marché à l'USDT. C'est pour ça qu'on le regarde également et qu'on l'a incorporé dans notre stablecoin dominance, dans notre indice de stablecoin dominance. Ici, Singapour qui vise à réduire les risques pour les investisseurs crypto. Ici, eh bien vous le voyez, donc du coup la première estimation du quarter 3, donc du troisième trimestre au niveau du PIB américain, 2,6%. On avait une médiane à 2,3 et je vous rappelle un forecast autour de 2,4%. Et puis au niveau des demandes d'emploi, on a également une légère diminution des demandes d'emploi de la semaine et une légère augmentation des demandes d'emploi continues. Donc demain, on aura des infos sur l'inflation, le PCE, vous le voyez, et le core PCE, etc. Donc on attendra bien de voir éventuellement si tout ça est intéressant pour nous. Et ici, les analystes qui diminuent sur Meta, donc Facebook, je vous en parlais tout à l'heure,
Facebook a perdu beaucoup d'argent, 9 milliards je crois sur l'année, sur son projet de métaverse. Ils veulent développer un nouveau masque, mais qui coûte 1500 $. Apparemment l'expérience utilisateur est vraiment pas géniale. On a l'impression ici que Mark Zuckerberg a un petit peu les pieds dans l'eau par rapport à ça. Si on regarde également, et on en avait parlé, les earnings de Google, ils étaient à peu près moitié-moitié. Ils étaient vraiment à la fois pas terribles et à la fois plus ou moins bons, mais le revenu par action était vraiment à la diminution, donc c'était vraiment pas géniaux. Si on regarde d'un autre côté les earnings, les autres earnings qui ont eu lieu, globalement on a des choses assez mitigées. On l'avait vu aussi sur Tesla, où c'était... Il y a un Mansour qui est à la porte. Ok, j'arrive. Excusez-moi, donc voilà, je parlais des earnings, et du coup, vous le voyez, sur MarketWatch, vous voyez qu'on est un petit peu moins, comment dire, alors je sais, oui, voilà, autant pour moi, ici. Vous voyez que l'économie augmente de 2,6% au troisième trimestre, mais les inquiétudes de récession ne sont pas néanmoins parties. J'arrive une petite seconde. Donc voilà, je vous disais que du coup sur MarketWatch, on est un peu moins optimiste sur cet indicateur. Globalement, vous le voyez, la principale source de rebond au trimestre numéro 3 était une balance commerciale meilleure. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure par rapport aux importations-exportations. Et dans les grandes lignes, si vous voulez, ce rebond dans le PIB est déjà mis dans l'ombre par plusieurs signes que l'économie est en train de se ralentir, notamment, bien évidemment, la hausse des taux actuels. Et bien évidemment également les estimations, beaucoup d'estimations qui nous disent ici que potentiellement le quatrième trimestre pourrait être également négatif. Donc un déclin dans le quatrième trimestre et une récession en début d'année prochaine. L'augmentation du consumer spending, donc les dépenses de consommation, a ralenti à un rythme de 1,4% contre 2% au premier quarter. Donc ce que je vous expliquais, c'est qu'on a plus ou moins un PIB qui est quand même relativement dopé par les exportations pétrolières, une fois de plus. Ensuite, on va sur les liquidations et le sentiment. Qu'est-ce qu'on a liquidé aujourd'hui? On a liquidé 462 millions, donc c'est pas mal, c'est plutôt conséquent. Principalement du short également, vous le voyez ici, sur quasiment tous les exchanges, on liquide du short. FTX qui prend de plus en plus de place dans la liquidation, vous le voyez, j'ai pas mis le doigt là-dessus hier, mais on a eu des gros trades ici sur FTX, vous voyez ici 76% de ceux qui se font liquider en ce moment le sont sur FTX. Donc est-ce qu'on a ici des gens qui étaient à contre-courant, potentiellement avec des mauvaises informations et des grosses sommes, qui se sont positionnés sur FTX? D'habitude c'est toujours plus ou moins Binance qui est devant, et là vous le voyez ici, mauvais, on est dans le mauvais sens du côté de FTX. Et avec Binance qui arrive finalement que troisième avec 6,34% des shorts. Donc, à voir ce qu'il est en train de se passer, mais globalement c'est un petit peu louche. Est-ce qu'on peut imaginer que effectivement il y avait peut-être des initiés qui avaient une information et qui finalement cette information n'a pas eu lieu, ou alors est-ce que peut-être potentiellement les market makers qui sont plutôt du côté ceux qui, on va dire, travaillent sur Binance, qui ont eu plus ou moins... voilà, on verra ici. Potentiellement, on peut dire aussi que je veux pas trop m'avancer et dire des choses que je veux pas dire parce que j'ai aucune source ni aucune preuve de quoi que ce soit, mais c'est suffisamment intéressant pour le montrer ici et je vous laisse éventuellement faire vos propres conclusions par vous-même. Ici sur le carnet d'ordre, vous le voyez, assez peu d'ordres qui se sont immiscés depuis qu'on est monté. On a assez peu d'ordres qui sont ici dans la tranche de prix depuis les 19,2 jusqu'au prix actuel. On a 354 bitcoins à l'achat à 20 000 $ et 180 également, 500 bitcoins, 700 bitcoins globalement à peu près. On a quand même un petit peu d'argent qui vient rentrer ici sur ce mouvement. Donc des gens qui sont prêts à payer une éventuelle correction en pensant que la continuation, bien entendu, sera haussière pour eux. Les options, elles clôturent demain, donc on va aller faire un petit tour dessus. On va se mettre ici sur tout le monde, sur Bitcoin, et donc sur le 28. Un max pain price à 19 500 $ du côté des options, donc là on serait plutôt baissier. Est-ce que si on va sur ce strike,
on est actuellement à 20 600. On a quand même un strike ici qui pourrait gagner, vous le voyez, de calls. C'est ce strike là. Donc on pourrait ici ce soir, juste ce soir jusqu'à demain matin, pousser un petit peu le prix éventuellement vers le bas, clôturer en dessous des 20 000. En tout cas, les options pourraient vouloir nous faire penser cela pour ne pas laisser gagner ce strike à 4800 Bitcoin. Sur Ethereum, on a un max payment price à 1400. Le prix est actuellement plutôt autour des 1500, je crois. Donc, on aurait deux strikes ici qui seraient gagnants si jamais on n'est pas au max payment price. Et ça pour des hauteurs de à peu près 30 000 Ethereum pour chacun des strikes. Peut-être légèrement ici, ne pas laisser gagner ce strike-là, hein, qui est donc au 1500, et terminer la journée ce soir plutôt autour des 1475. Ça serait une possibilité que les options viennent pousser le prix. Et ici, je vous donnais les 20 000, voilà, que Bitcoin vienne terminer sa journée, ou en tout cas demain matin, fasse un mouvement juste avant 9h du matin, juste en dessous des 20 000, et Ethereum juste en dessous des 1500, c'est ça que j'ai dit, serait plus ou moins une bonne option du côté des options en tout cas. Les marchés en levier désormais, là on est sur BTC, on va faire un petit refresh, hop. Alors, sur BTC, vous voyez, diminution globale de l'open interest, donc ça c'est plutôt pas mal. On avait quelque chose qui s'était construit ici plus ou moins sur du short, ou en tout cas sur la clôture de position longue. Donc on avait potentiellement ici un gros short quand même qui s'était ouvert là. Je vais vous enlever la structure, je sais pas pourquoi on a laissé ça. Tac, voilà, ok. Et là, du coup, hop... Comme je vous le dis, on le voit, le gros short, le funding d'un coup qui fait une grosse diminution, donc il y a eu un point de short ici. Et puis ensuite on s'est construit sur du short et on a un long assez conséquent qui a dû venir se poser par ici, mais vous voyez que le prix est venu le travailler depuis. Là on s'est travaillé sur légèrement du short sur toute cette zone là, vous le voyez, donc on va mettre un point également ici, c'est-à-dire que vous voyez légère augmentation de l'open interest et diminution du funding. Les spreads qui diminuent un petit peu, donc ça c'est relativement intéressant à regarder. Et puis voilà, on passe sur Ether. Alors sur Ethereum, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu globalement quelque chose qui s'est fait plutôt à plat au niveau du funding, vous le voyez. Potentiellement ici donc deleveraging, on est plutôt sur voilà vraiment du deleveraging. Ici on a du coup plus ou moins des gens qui ont dû rentrer dans les deux sens sur ce mouvement-là. Vous voyez que le funding reste globalement net et propre. Donc là on a eu augmentation du prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu quand même des shorters qui sont rentrés sur ce mouvement. Ils ont été pris par cette mèche-là. Donc pour le moment on va pas le noter. Ici c'est pareil, on deleverage, donc on peut imaginer qu'il y avait des longueurs qui étaient rentrées pour le coup sur ce mouvement-là, puisque normalement on aurait dû deleverager, donc le funding aurait dû descendre, on deleverage du long, mais c'est pas le cas, donc il y avait forcément des longueurs également qui étaient rentrées dans ce mouvement. Ici on augmente, donc on va garder ce niveau-là, hein, pour moi c'est un niveau de longue. Ici on deleverage vers le bas, mais c'est pareil, le funding est plutôt à l'augmentation, donc on avait un point également à prendre ici en longue sur Ether. Et pour le coup, ici, forte augmentation de l'open interest, avec diminution du funding, donc on aura un point de short à prendre juste là. Hop. Donc ça nous dit 1588 à prendre en haut, et bon ça c'est qu'une histoire de temps, 1532 à prendre en bas, puis 1522. Globalement 3 niveaux de short à prendre. Si Ether devait marquer une correction importante à partir de là, il pourrait, comme je vous le disais, terminer sa journée pour, on a les options en plus qui vont éventuellement dans ce sens-là, sous les 1500 $. On va aller regarder maintenant les poches de liquidité. Hop. J'en profite pour faire un run sur les 3. J'ai pas regardé dans les liquidations si on avait plus de liquidations sur Ethereum ou sur Bitcoin. Hop. 219 millions sur Bitcoin et 183 millions sur Ether, donc Bitcoin est devant. On regarde ici donc du coup le Bitcoin, vous voyez qu'en termes de longueur, on a eu cette grosse position là ici qui était rentrée mais qui apparemment s'est fait sortir assez rapidement. On a plus de monde dessous, donc ça appelle plutôt dans le sens de la correction.
On a ici du monde, éventuellement, s'ils n'ont pas pris profit, jusqu'au 19,2 à prendre en longue, 19,6, et désormais, on initie un mouvement qui pourrait potentiellement descendre au 19,9. Personnellement, moi, je dirais qu'on serait plutôt sur voilà, une correction à 20 000, et puis s'en va. Sur Ether, pas mal de grosses positions aussi. Vous le voyez, on a eu du long, c'est les boules bleues, et on a eu du long, c'est les boules rouges, pardon, et du short, c'est les boules bleues. On a les mêmes positions qui s'ouvrent ici, l'une en face de l'autre. Donc j'irais plutôt dans le sens de la très légère correction également. Si vraiment on devait corriger tout ce mouvement, et vous voyez qu'il y a eu du long qui est rentré et qu'ils n'ont pas encore été sortis, on pourrait ici sur Ethereum revenir pêcher vers les 1300 $. Comment ça se traduirait éventuellement, et c'est ce qu'on va regarder ensemble en termes de structure. Ici, on va pas forcément regarder la heatmap. Si on a fait un mois ici, ouais, on regarde la heatmap rapidement et je vous montre ça. Ici, quelque chose à prendre jusqu'à 21,5. Hein. Quand on a initié ce mouvement, on faisait un short squeeze. Donc du coup, dans les liquidités des shorters, on a potentiellement quelque chose à venir encore chercher plus haut. Si on descend en termes de time frame, c'est-à-dire qu'on prend des positions un peu plus fraîches, on a laissé quelque chose au niveau des 21 qui n'a pas encore été pris. Vous voyez qu'on est monté quasi au 21 ici, mais il y a encore du monde au-dessus sur les 7 jours également. Et vous voyez que c'est même le creux des liquidités. Donc le mouvement final devrait avoir une intensité qui théoriquement, si on est venu chercher les liquidités, eh bien devrait plutôt être plus vers le haut ici. Et globalement, ça s'excite un petit peu en 12 heures au niveau de l'open interest. Vous voyez que toute cette zone se dentifie jusqu'au 19,9. Ici, si on prend cette zone, encore une fois, au 20,3 en 12 heures, on aura nettoyé tout ce qui s'était construit. Vous comprenez qu'ici, le prix était l'intention était d'aller là. Et finalement, on avait tellement densifié le bas qu'on a laissé le prix descendre. On l'a aidé à descendre hein, en vendant des BTC au spot du côté des market makers pour venir chercher une partie de ces contrats, de ces longueurs retardataires. Et là, en l'occurrence, il nous restera quand même des choses également à venir prendre jusqu'au 21,6, 21,7. Donc ça se densifie au-dessus sur le 12 heures, c'est très bien. Ça se densifie légèrement en dessous aussi. Et plus ou moins, c'est ça qui veut dire on a besoin de souffler, de faire une correction et de nettoyer un petit peu ce qui se passe au-dessus. Est-ce que nécessairement ici, on va venir du coup nettoyer réellement tout, c'est-à-dire nettoyer la totalité de ce mouvement ? C'est ce que je vais vous montrer là, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle un Bart Simpson, c'est-à-dire exactement ce type de mouvement sur BTC, donc reprendre tout ce qui s'est passé dans l'autre sens. Pas vraiment, parce que pour moi, on a encore un petit peu de monde au-dessus là. Donc pour moi, je reste haussier, je reste ici sur une potentielle correction. Alors là, je suis sur Ether, mais c'est un petit peu la même chose dans le délire sur BTC. Je reste sur une correction éventuellement un peu plus importante, c'est-à-dire qu'on pourrait ici continuer à flaguer jusqu'à la prise de ce niveau des 23 et voir éventuellement venir chercher sous ce plus bas là, c'est-à-dire faire une correction plus importante, potentiellement même faire une correction qui serait pas forcément sur un flag, mais qui pourrait se faire comme suit, c'est-à-dire on fait ça, on prend quand même le plus haut ici, et en fait finalement on fait une correction ici en zigzag. Donc d'abord un flag, ensuite on vient chercher ici un point plus haut, et finalement on dessine plus ou moins ce qui a une tête de flat étendue. C'est potentiel, hein, là c'est vraiment du... Qu'est-ce que je veux dire ici aussi sur la structure ? Sur la structure plus globale, on va se mettre peut-être ici en 2 heures pour voir un petit peu la structure un peu plus dans son ensemble. Et ensuite on pourra clôturer la vidéo. Globalement, qu'est-ce que ça nous dirait sur la structure un peu plus en petite time frame ? Et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. En fait, ça nous dirait que ceci là est finalement une flat étendue, d'accord ? Exactement dans l'autre sens, une figure de correction vers le haut qui a une tête de flat étendue. Qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre ? Et encore une fois, je dis ça, en fait, c'est pas la figure que je privilégie, mais c'est celle qui pourrait nous pendre au nez si jamais on termine cette hausse à ce niveau-là. Ça serait finalement de faire une ABC comme ceci. Et en général, à quoi on s'attend d'une flat étendue ? On s'attend tout simplement au 1.618. Donc ça veut dire que si je vous place le Fibo comme ceci, en extension, on irait potentiellement ici chercher les 22 200 $, et puis on irait dans une structure plus grosse, qui pourrait potentiellement ici redevenir baissière derrière ça. Donc cette correction-là, vous comprenez qu'elle est haussière, hein, c'est une flat étendue, mais dans le sens de la montée. Globalement, nous, ce qu'on joue en figure globale, vous le savez, c'est une regular flat, ici, sur cette correction-là. C'est-à-dire qu'on joue quelque chose comme ceci.
Et le fait ici d'avoir une flat étendue voudrait dire derrière on redrop, c'était un peu le scénario que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça c'est juste la petite structure de la première vague. On s'attendra ici potentiellement sur une flat à faire une 3, 3 et 5. Donc faire une flat étendue ici, ça pourrait être possible de commencer une structure comme ceci, mais on s'attendra plutôt en général à avoir quelque chose où en fait finalement, donc je vous enlève toutes les vagues là, voilà, où en fait finalement ici on avait fait ce double bottom et ça c'était une fin de correction, et ce qu'on pourrait éventuellement plutôt voir si on veut voir 5 vagues à la fin, donc comme je vous le dis ici on s'attendra à, si on fait une running flat, 3 vagues et ici 5 vagues, d'accord. Ici, globalement, les 3 vagues, ça serait quoi? Ça serait 1, 2 et 3, ces 3 vagues se faisant en 3 vagues. Ici, 1, 2 et 3, d'accord. Ça paraît relativement correct de le penser. Et en l'occurrence, ce que j'essaye de vous montrer là, c'est qu'on verrait plutôt ici sur celle-ci même 1, 2 et 3. Celle-ci également se faisant en 3 petites vagues à l'intérieur. Et là, qu'on serait dans une 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. J'en ai rajouté une de trop. Donc globalement, ici, en fait, si on commence à faire une 1, 2, 3, 4 et 5, d'accord, tout ça fera partie potentiellement d'un mouvement plus important qui lui-même sera en 5 vagues et qui nous donnera 1, 2, 3, 4 et 5, d'accord. Sauf si on a ici une 3 qui nous fait une super extension. C'est possible, hein, et éventuellement ici qu'on vienne tout de suite dans cette petite structure-là, et bien chercher effectivement la regular flat. Bref, beaucoup de conjonctions, vous comprenez que tout ce que je vous explique là, c'est relativement complexe, hein, c'est des structures où vraiment il faut être éliotiste pour essayer d'aller chercher et voir ce type de structure, mais néanmoins, globalement, dans la figure simple, comprenez tout simplement que ceci, vulgairement, c'est un range, et que nous, globalement, ce qu'on joue, c'est un retour en haut de range, et puis ensuite se faire éventuellement rejeter de ce côté-là. Donc si on veut vraiment vulgariser et simplifier, ce qu'on va attendre ici, c'est potentiellement, ici vous le voyez, que ce mouvement ne s'essouffle pas. C'est bien qu'on rajoute ici du shorter à prendre dessus. Pour le moment, on est quand même relativement en train de charger en longue. On peut en laisser une partie gagnée avant de venir prendre tout ce qui se trouve ici. Hein, au-dessus, le principe d'une regular flat, ça serait de venir prendre la liquidité par-dessus ce plus bas ici au 25 138 $. Et puis derrière, on viendra prendre de toute façon et corriger tout le monde. Corriger tout le monde, y compris potentiellement ceux qui sont sous ce plus bas là. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier dans la structure globale également, c'est que quand vous regardez le carnet d'ordre, on a énormément d'ordres qui attendent ici dessous à l'achat. Et ça veut dire que si on veut vraiment faire ce mouvement ici et péter ce plus bas ici des 17,6, eh ben il va falloir y aller quand même assez fortement. Il va falloir qu'on soit vraiment dans un scénario où c'est le gros Black Swan. Donc, enfin, le gros Black Swan. Il va falloir quand même ici qu'il y ait du momentum baissier si jamais on veut faire ça. Alors, il y en a globalement, le contexte est ce qu'il est, mais globalement, ce que je veux dire, c'est que ça va être potentiellement déclenché par une news. On ne sait pas laquelle c'est, mais dans la structure ici, on peut voir assez souvent des news se dessiner. La dernière fois, je faisais une blague sur le Discord qui était, on parlait justement du fait que parfois on voit les news avant qu'elles arrivent, c'est-à-dire que dans la structure, on était dans le bon décompte et puis finalement la news tombe. Un petit peu comme j'avais fait au moment où j'avais analysé Ether et où je voyais une augmentation quand on était à 1000 $, je voyais une augmentation de 1 x 2 sur Ether, donc on est monté à 2000 entre temps, donc effectivement pour le coup on était juste ici sur cette structure là, et en l'occurrence après est sorti l'info comme quoi The Merge allait arriver. Donc oui c'est ça, on était par là, et moi je disais ma target moi c'est 2000, on est pile allé à 2000. Et puis derrière The Merge, bon moi j'étais un peu plus haussier tout de suite, mais en l'occurrence vous voyez que sur Ether, je sais pas si j'en ai parlé, mais oui non j'en ai pas parlé. Bon, vidéo un petit peu décousue, vous m'excuserez pour ça. Globalement ici, vous voyez qu'on a pété le flag sur Ether, hein, c'est quelque chose que j'avais pas forcément mis en avant ici. Alors sauf si c'est une petite déviation et puis s'en va, hein, mais à mon avis on se dirige vers cette structure effectivement de zigzag
qui pourrait nous ramener sur Ether autour des 2400 $. Donc je suis assez bull sur la structure d'Ether, un peu moins sur celle de Bitcoin, mais néanmoins un retour aux 25 000, vous comprenez que ça fait plus 20%. Et on voit d'ailleurs la surperformance plus ou moins. Ether hier nous donnait plus 7, plus 8, plus 10, je sais plus exactement. En tout cas, on le voit très bien sur Ethereum contre BTC, où j'avais annoncé que si jamais ce que je disais pourrait se produire, Ether allait performer beaucoup plus fort que Bitcoin pendant cette montée. Et là, en l'occurrence, vous voyez que sur Ethereum BTC, on voit effectivement ce mouvement assez impulsif et assez tranchant vers le haut. Donc pour le coup, on avait plus ou moins vu juste là-dessus. En tout cas, on voit pas toujours les choses, on voit pas toujours juste, mais là, en l'occurrence, là-dessus, c'était plus ou moins le cas. Ensuite, là on est sur la stablecoin dominance. Vous savez que j'aime bien ici, avoir des analyses également sur la stablecoin dominance. Vous voyez qu'ici on a pris ce flag et on le réintègre dorénavant. Donc ce flag ici, aller au 18% de dominance, c'est possible. Mais pour le moment, en tout cas, à mon avis, retester ici ce support. Et on avait dit, voilà, les 0,14. Donc on a encore du up ici à prendre, en tout cas sur ce petit mouvement-là en interne, sur la stablecoin dominance. Donc voilà, très bien, on est rejeté ici. Ce qu'on veut, nous, c'est que tout simplement, cette stablecoin dominance, eh bien, elle, à minima, nous donne quelque chose comme ceci, en tout cas pour le moment, encore une fois, c'est-à-dire ça, c'est-à-dire la structure inverse de Bitcoin. Pour moi, une stablecoin dominance qui reviendrait à 11%, nous donnerait à la fois un Bitcoin entre 25 et 28 000 $ sans problème, hein, puisque si on prend des niveaux de prix sur Bitcoin autour du 10 mai, on va aller voir à combien était Bitcoin autour du 10 mai, mais que en plus on aurait potentiellement également une alt season dans ce mouvement-là de retour au 25. On aurait potentiellement également une jolie alt season avec une performance des altcoins. Quand j'ai parlé du 10 mai, donc on va aller voir sur Bitcoin à quel prix on était à ce moment-là. Si jamais on fait cette structure exactement sur la stablecoin dominance, c'est-à-dire un retour au 11% de stablecoin dominance, à combien on était autour du 10 mai? On était à 30 000 $. Donc vous voyez que ça correspond au retour à la stablecoin dominance autour des... nous, on a une target ici des 26-27. Si les alts performent un peu plus que Bitcoin, cette répartition des stablecoins dépensés en crypto pourrait aller plus fort sur les alts. Les gens croiront que c'est le bon moment pour acheter au niveau et sur des actifs un peu plus risqués que Bitcoin, puisque Bitcoin repart assez fortement. Et en l'occurrence ici, que nenni, puisque en fait on serait potentiellement, je vous le rappelle, repoussé par les 25 000 $, prendre tout le monde de court alors que tout le monde appelle à un nouvel ATH, et bien entendu du coup redescendre vers le bas. Pour moi c'est un scénario qui fait vraiment du sens en termes de souffrance, ça me paraît vraiment quelque chose ici de relativement intéressant à mettre en place au niveau stratégie et plan. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, je vous laisse là-dessus, j'ai beaucoup parlé, mais et surtout je répète beaucoup la même structure depuis longtemps, donc j'en suis désolé pour les gens qui suivent vraiment la chaîne depuis le départ, mais nécessairement ici il s'agit de bien entendu marteler et également pour moi, pour les gens qui connaissent le scénario, d'expliquer pourquoi d'expliquer la méthode et la manière et différentes manières d'éventuellement anticiper ce type de structure, etc. Donc pour les gens qui suivent vraiment depuis longtemps, je pense qu'ils y trouvent leur compte. Apparemment c'est le cas puisque j'ai beaucoup de followers qui viennent tous les jours sur la chaîne. Donc voilà, dites-moi en commentaire éventuellement si ça vous embête, si vous préféreriez ici aller sur d'autres choses, mais je trouve ici que ça reste des manières intéressantes de présenter les choses de manière différente, tout en ayant plus ou moins le même plan. Si ce plan s'invalide, je vous tiendrai au courant, et c'est possible que ça soit le cas. Néanmoins, pour moi, voilà, on table ici à moyen terme sur un Bitcoin qui va revenir au 25 et au-dessus, revenir prendre cette liquidité qu'il y a en haut, et puis on table sur un Ethereum qui pourrait remonter au-dessus des 2400 $. En termes de structure, en tout cas, c'est ce qui paraît le plus cohérent. Attention à la chute derrière parce qu'elle va être relativement violente. Est-ce que ça veut dire qu'il faut vendre tout votre bag à 25 000 $? Absolument pas, parce qu'il peut bien entendu ici y avoir autre chose, une autre structure qui se met en place, etc. Donc il faut bien suivre, bien entendu, le monde des cryptos, mais ça veut dire que moi, personnellement, je vais alléger mon bag de entre 20 et 30% assez facilement pour avoir éventuellement encore plus de cash si jamais Bitcoin tombait autour de 12 000 $ et que, bien entendu, Ethereum tombait autour des 700-800 $ par exemple. On a des creux sur Ether autour de 600 $, ça peut vraiment être des targets après les 2004 qui peuvent être tout à fait tangibles. Et
Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, et sur les alts, eh ben, bien évidemment, on peut imaginer qu'il y a un moins 50% sur la plupart des alts, est vraiment encore vraiment crédible et possible. On le voit sur les volumes profile, etc. Alors ça serait effectivement un scénario où tout le monde souffre, avec énormément encore une fois, de souffrance sur cette dernière jambe. Mais pour le moment, moi, c'est le scénario que j'aurais tendance, bien entendu, à privilégier. Lourder tout votre bag, ça me paraît pas être forcément intéressant, mais lourder en tout cas ce que vous avez acheté en dessous et prendre des profits dessus. Et moi, c'est principalement ce que je m'apprête à faire. C'est-à-dire que mes points d'achat ici, ils étaient autour de 18,5 sur BTC et ils étaient autour de 950$ sur Ethereum. Et bien ça, toute cette partie de bag, je vais la lourder sur cette partie-là, étant donné que pour moi, maintenant, la structure semble plus ou moins claire. Donc prendre profit sur ce que vous avez acheté, bien entendu, plus bas, et éventuellement, bien entendu, toujours avoir un risk management qui fait que vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier et dans le même fonctionnement binaire. Voilà. C'est tout pour moi, je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'ai pour habitude de poser une question à la con en fin de vidéo. Déjà, je vous invite bien évidemment à vous abonner, venir nous rejoindre éventuellement sur le Discord dont le lien est en description également de la vidéo. Mettre un like, un commentaire d'encouragement si jamais le contenu vous a plu. Et puis derrière, j'ai pour habitude de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin en fin de vidéo pour remercier les gens d'avoir suivi jusqu'à la fin. Alors j'ai un peu de retard dans les réponses autour des commentaires, mais c'est la vie des fois. Voilà, je m'occupe d'autres choses aussi. Et donc du coup, en l'occurrence ici, la question à la con du jour, elle sera sur est-ce que vous êtes toujours en train de courir après du temps? Ou alors est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui réussit à trouver le temps de se relaxer, de faire des choses, etc. Donc est-ce que vous êtes plutôt dans l'hyperactivité? Ou alors est-ce que vous êtes plutôt, avec cette impression que vous manquez tout le temps de temps? Ou alors est-ce que vous êtes plutôt dans, je dirais pas l'ennui, mais dans plutôt un mode de relaxation plutôt zen et que vous arrivez à, par exemple, avoir des moments où vous ne faites rien? Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain pour une nouvelle météo sur le Bitcoin. À bientôt. Ciao.